Ensuite, un petit retour sur les programmes qui sont en vigueur au Québec, un petit cours 101 sans rentrer dans les fins détails méthodologiques. Ensuite, la sécurité du revenu, une composante d'un système dynamique. En fait, on va vous exposer en fait en quoi là, la sécurité du revenu fait partie d'un système un peu plus large et qu'il c'est important là, de faire l'analyse non seulement de la sécurité du revenu, mais de l'ensemble de l'écosystème dans lequel ça se situe. Et donc, ensuite, pour finir avec une petite conclusion. Et là, on va terminer par une période de questions. D'ailleurs, j'aimerais remercier là, Fred Avocat Conseil là, qui a participé à la création là, du PowerPoint là, qui a été d'une aide précieuse. Donc, la sécurité du revenu, pourquoi? Donc, en fait, si on commence par une petite définition, à savoir, là, c'est comment qu'on définit là, ce terme-là. Donc, la sécurité du revenu, c'est un terme générique qui est utilisé pour exprimer la garantie d'un revenu minimum et par extension pour désigner tout régime visant à assurer à chacun par l'État ce qui est nécessaire à un individu ou une famille pour vivre en conformité avec les exigences élémentaires du standard de vie dans un milieu donné. Donc, en fait, c'est des programmes de l'État qui permettent, en fait, là, de soutenir le revenu. Et donc, ce sont les volets gouvernementaux là, des outils de gestion de risque. Au Québec, on a trois programmes gouvernementaux qui sont en vigueur en production porcine, donc l'ASRA, Agri-stabilité et Agri-investissement. Donc, si on poursuit, pourquoi que c'est nécessaire la sécurité du revenu? Donc, malgré les différents modèles d'affaires représentés là, au sein de la production porcine, vous avez tous certains points en commun, dont notamment les suivants. Vous avez investi dans des actifs spécifiques à la production porcine qui doivent se rentabiliser sur une période long terme. Et vous œuvrez dans une industrie où il existe des risques importants sur le court terme. Donc, la variabilité sur le court terme a des effets importants sur la trésorerie de votre entreprise et des mécanismes de sécurité du revenu sont donc nécessaires afin de notamment stabiliser vos flux de trésorerie et sécuriser vos investissements. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je peux personnellement, là, en fait, le résumer, qu'est-ce que je vois comme objectif de la sécurité du revenu, c'est de favoriser une stabilité des conditions de production et de marché pour être en mesure de rencontrer ses obligations financières à court, moyen et long terme et de contribuer à un environnement d'affaires qui est favorable aux investissements dans le secteur permettant le maintien et le renouvellement des infrastructures de production. Donc, ça permet en fait de créer un environnement où il y a un certain filet de sécurité qui permet en fait là, aux producteurs qui participent en fait là, d'avoir une sécurité par rapport à leurs investissements qu'ils réalisent sur le moyen long terme. Donc, donc, si on poursuit les programmes en vigueur, donc un petit cours 101 pour s'assurer que tout le monde là, est au même niveau là, par rapport au programme auquel vous avez accès là, en production porcine. Donc, les trois principaux, comme que j'ai mentionné, là, les programmes gouvernementaux qui sont disponibles, il y a l'ASRA, qui est un programme collectif qui vise à stabiliser les revenus des entreprises du secteur par rapport à la volatilité des prix de marché. Et en fait, oui, exactement. Et ensuite, il y a Agristabilité, qui est un programme individuel qui vise à atténuer l'impact financier des chocs ponctuels affectant les revenus de production agricole et les dépenses de production d'une entreprise particulière. Donc, c'est vraiment un programme qui est individuel. Et ensuite, Agri-investissement, qui est un programme individuel qui vise à offrir un incitatif aux entreprises à mettre de l'argent de côté pour autogérer certains risques. Donc, si on poursuit et on regarde plus précisément le programme de l'ASCA, donc comme j'ai mentionné, c'est un programme collectif qui vise à stabiliser les revenus par rapport à la volatilité des prix de marché. Donc, la clientèle qui est visée, c'est les propriétaires des animaux, donc ceux qui détiennent les porcs et les truies. Et le critère pour déclencher, c'est un prix de marché qui est inférieur au revenu stabilisé. Donc, le niveau de couverture, comment il est défini, c'est le coût de production de la ferme type, donc qui est enquêté là, par le CSCPA à chaque 5 ans, moins 10 du salaire de l'ouvrier spécialisé et en fait la rémunération de l'avoir et les contributions. Donc, globalement, c'est le coût de production moins certains éléments, en fait, là, très spécifiques qui permet en fait là, de déterminer c'est quoi le niveau de couverture. Et ensuite, les producteurs qui y participent supportent le tiers des compensations via leurs contributions. Et il y a une franchise qui est applicable aux entreprises de grande taille, donc qui produisent plus de 3000 truies et 100 000 porcs environ. Là. Donc, il y a une spécificité au niveau là, de la grosseur des entreprises lorsqu'il y a une franchise qui est appliquée. Donc, si on regarde dans le concret, là, qu'on est capable de mettre ça là, d'un point de vue visuel, en fait, l'image en haut là, représente là, le spectre là, de coût de production là, d'une ferme porcine, à droite étant un coût de production qui est faible et à gauche un coût de production qui est élevé. En plein milieu, on a le coût de production moyen là, qui est enquêté par le CACPA. Et ensuite, un petit peu à droite, donc un petit peu plus faible, on a le revenu stabilisé qui est le coût de production auquel on a enlevé là, certains éléments, donc le 10 de salaire de l'ouvrier spécialisé et la rémunération de l'avoir.
Ensuite, si on regarde l'image en bas, on voit que vis-à-vis le revenu stabilisé, dans le fond, les entreprises qui ont un coût de production qui est inférieur à celui-ci, mais c'est des entreprises globalement qu'on pourrait dire qui sont dans le vert, et ceux qui ont un coût de production supérieur au revenu stabilisé, globalement, c'est des entreprises qui sont dans le rouge. Donc, globalement, les entreprises plus performantes que la ferme type dégagent des marges positives. C'est ça, grosso modo, de la façon que l'ASRA fonctionne. Ensuite, les modalités de paiement, donc les premières avances sont versées au courant du mois de juillet et le versement final est versé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année d'assurance. Il y a des possibilités de verser plus d'une avance lorsque la situation de demande. Donc, lorsqu'il y a des situations qui font en sorte que les liquidités sont plus serrées au niveau des fermes, il y a un travail qui peut être fait au niveau de la financière du MAPAC pour avoir des avances supplémentaires pour s'assurer qu'il y a de l'argent qui est retourné aux fermes en temps opportun. Et finalement, il existe une clause à l'ASRA concernant les prix anormalement bas. C'est important de se rappeler ça. Donc, les versements du programme peuvent être diminués si le prix versé n'est pas concurrentiel. Donc, ça a été ajouté là, notamment suite au déficit de 2010. En fait, c'est une clause qui a été rajoutée afin là, de sécuriser un peu le tout pour s'assurer là, que le programme ne soit pas utilisé là, à des fins autres que de soutenir la production. Ensuite, les principes de fonctionnement du programme AgriStabilité. Donc, AgriStabilité, c'est le premier niveau d'intervention des programmes qui protège le revenu global de l'entreprise et il est basé sur vos données financières réelles, stabilise votre revenu en cas de baisse de la marge de production. Donc, la clientèle qui est visée, c'est des entreprises qui ont des ventes agricoles et le critère pour déclencher, c'est une baisse de la marge de production de plus de 30 par rapport à la marge de référence, qui est en fait là, une moyenne olympique des 5 dernières années. Donc, on enlève la meilleure année et la moins bonne année et on fait une moyenne. Et le niveau de couverture est de 80 de baisse de marge. Donc, c'est important, là, en fait, là, qu'est-ce qui est important à retenir aussi, là, c'est que c'est par rapport au revenu global de votre entreprise. Et donc, c'est vraiment là, un programme qu'on pourrait qualifier là, de whole farm, donc qui ne vise pas spécifiquement la production porcine, mais qui vise l'ensemble des activités de l'entreprise. Et les modalités de paiement, c'est les versements de la compensation, se fait à la suite de l'analyse des données financières de l'entreprise par la FADQ. Donc, ça peut prendre plusieurs mois suite à la clôture de votre année financière. Le programme à stabilité ne vise pas spécifiquement la production porcine que je l'ai mentionné, c'est plutôt la marge globale de l'entreprise, tout secteur confondu. Ensuite, Agri-investissement. Agri-investissement, c'est plutôt simple. C'est un programme qui permet aux participants de déposer annuellement un montant dans un compte et de recevoir en contrepartie une contribution gouvernementale. Donc, vous déposez de l'argent dans un compte, le gouvernement va en fait là, déposer des montants équivalents jusqu'à une certaine limite. Et donc, les entreprises visées, c'est l'ensemble des entreprises qui ont des ventes agricoles. Et le niveau de couverture est 1 des ventes nettes agricoles, admissibles plutôt, de l'entreprise jusqu'à concurrence de 10 000 Si on regarde le tableau qui est à droite ici, on est capable de comparer cependant là, comment que les ventes nettes admissibles là, évoluent par rapport à différents secteurs. Donc, on peut voir, par exemple, un, euh, un, un producteur finisseur, si on va à un extrême, là, qui doit acheter ses porcelets, qui achète sans, ses céréales, en fait, pour nourrir ses animaux et qui achète, en fait, la majorité de ses intrants. Il y a des ventes nettes admissibles qui sont très petites. En fait, là, il y a un ratio de 80 des dépenses par rapport aux ventes qui sont admissibles. Donc, il y a seulement 20 là, qui reste, qui peut avoir, là, qui sont comptabilisés, si on veut, dans le calcul. De l'autre, ensuite, si on progresse vers un essor finisseur, on est à 60 un essor pur à 50 en comparaison à des secteurs, par exemple, comme les secteurs des grandes cultures, comme le maïs, qui sont à 15 on voit que le programme, en fait, là, ne permet pas, là, il est pas aussi, là, ne répond pas très bien là, aux besoins du secteur. En fait, répond moins bien aux besoins du secteur par rapport à un secteur comme le maïs. Donc, ensuite, les interactions entre les programmes. C'est important de comprendre que depuis la mise en place des agris, les montants versés par ceux-ci sont arrimés. Donc, de façon collective, dans le cas du programme agri-investissement, donc en fait, là, le montant moyen obtenu par 100 kilos pour la ferme type est retranché là, par 100 kilos, le même montant, peu importe le montant réel reçu par l'adhérent. Et donc, il y a certaines entreprises qui peuvent se retrouver à se faire retrancher un montant supérieur au montant maximum de 10 000 vont être versés par le programme et de façon individuelle pour le programme AgriStabilité. Donc, le montant reçu par AgriStabilité est retranché de l'ASRA de l'entreprise. Et il existe une exception dans le cas où l'entreprise subit une crise sanitaire. Donc, vous pouvez faire des démarches avec votre vétérinaire pour que le montant ne soit pas arrimé. Donc, que vous recevez pleinement le montant d'AgriStabilité et le montant d'ASRA cette année-là.
Puis un objectif visé qui est très simple, c'est de ne pas dédoubler les montants versés par les autres programmes, donc s'assurer que le risque est couvert qu'une seule fois et non pas en double. Donc ensuite, on peut passer à la prochaine section là, de la présentation. Donc la sécurité du revenu, une composante d'un système dynamique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, la viabilité et la pérennité du secteur reposent là, sur essentiellement un équilibre entre trois éléments. Donc, d'une part, la gestion efficace de l'entreprise sur un volet individuel, mais c'est votre capacité à gérer votre entreprise et à gérer certains risques là, de façon autonome. Et de façon collective, c'est l'accès à des services de gestion, là, notamment via là, certains programmes gouvernementaux qui permettent de faciliter l'accès et de démocratiser l'accès à certains services de conseil en gestion. Ensuite, par la mise en marché collective, un volet individuel serait de produire un port dont les attributs répondent aux besoins en fait du marché, et par un volet collectif qui est l'atteinte d'un prix concurrentiel via la mise en marché collective. Et finalement, le troisième pilier est les programmes de gestion de risque, qui a un volet individuel, donc des outils individuels tels que le service de gestion des risques du marché qui vous permet là, en fait, de faire de la contrepartie et de gérer une partie de vos risques. Et le volet collectif, qui est les programmes de sécurité du revenu auxquels là, que je viens de vous présenter, en fait. Donc, la viabilité et la pérennité du secteur repose sur ces trois axes-là qu'on va passer là, chacun d'entre eux un petit peu plus en détail. Premièrement, c'est important de mettre de l'avant que la sécurité du revenu n'est pas à confondre avec compétitivité. Le L'Office québécois de la langue française définit comme suit le terme compétitivité. C'est la capacité d'un prix, d'un produit, d'une entreprise, de l'économie d'un pays à faire face à la concurrence. Et la compétitivité de la filière porcine est la responsabilité de chacun des maillons. Et donc, là, c'est important là, que chacun des maillons fasse sa part. Donc, que le meunier soit en mesure de produire des moulets à un prix compétitif, que les éleveurs, là, de façon individuelle, donc les entreprises de production porcine, aient la capacité de produire un porc à un coût de production compétitif. Et finalement, aux abattoirs, aux acheteurs, d'avoir la capacité de payer un prix compétitif. Donc, l'ensemble de ces éléments-là sont importants là, pour favoriser là, une filière compétitive qui est en mesure là, de bien performer, en fait, là, dans le temps. Ensuite, si on poursuit, puis on commence par regarder plus précisément là, le rond qui est en rouge, donc les programmes de gestion de risque, on peut voir que on peut commencer en fait par se poser la question, la gestion des risques, c'est quoi? Donc, la gestion du risque se définit comme étant l'ensemble des activités qui consistent à recenser les risques auxquels l'entité est exposée, puis à définir et à mettre en place les mesures préventives appropriées en vue de supprimer ou d'atténuer les conséquences d'un risque couru. Donc, pour ce faire, vous avez accès à plusieurs outils qui peuvent être séparés en trois catégories. Donc, il y a des outils individuels, donc c'est des mesures que vous prenez là, chacun d'entre vous pour gérer votre entreprise. Des outils collectifs, donc des outils que vous vous dotez là, en vous mettant ensemble, en travaillant en collectivité pour essayer de gérer certains risques. Puis ensuite, il y a d'autres risques, bien, ça prend des outils offerts par le gouvernement pour essayer justement d'atténuer certains risques qui sont trop importants pour être capable de les gérer de façon individuelle ou collective. Donc, c'est de quel risque on parle, en fait? Il y a plusieurs types de risques et c'est important de nommer, en fait, que les entreprises porcines font face à plusieurs risques qui sont notamment le risque de marché, donc la volatilité là, des prix des grains, le prix du porc et le prix de la viande. Ensuite, les risques de production, donc en fait, là, tous les risques sanitaires auxquels vous faites face, s'assurer justement que vous respectez des mesures de biosécurité pour ne pas succomber à des maladies qui peuvent avoir des impacts graves sur votre entreprise. Ensuite, des risques de gestion, des risques de trésorerie et des risques liés à l'environnement d'affaires. Donc, on voit que les risques sont multiples et que ça prend des stratégies, en fait, pour être capable de gérer chacun d'entre eux, là. Donc, quand on parle d'outils individuels de gestion de risque, comme je vous le mentionnais tantôt, là, il y a l'outil de la contrepartie, donc l'utilisation des produits financiers dans le but de fixer une marge pour une proportion de sa production future. Donc, c'est des outils financiers qui vous permettent, en fait, là, de gérer une partie de votre risque sans avoir là, à utiliser, là, en fait, de façon individuelle sur l'entreprise, basée sur votre connaissance de votre coût de production et, ex- et en fait, là, les marchés financiers. Ensuite, la coordination verticale, mais c'est une intégration d'activités en aval ou en amont de la chaîne de valeur dans le but de limiter son exposition au risque. Donc, c'est vraiment par le biais d'ententes contractuelles ou par intégration, en fait, de certaines activités. Donc, en fait, en ayant une entreprise qui comporte, en fait, les activités, là, plus de la production d'aliments ou de l'autre sens, en ayant une entreprise qui intègre aussi l'abattage. Donc, c'est une façon d'exposer son risque de marché où, en fait, vous êtes en étant propriétaire là, de plusieurs maillons de la production. Et la production à forfait,
mais c'est éliminer son exposition au risque de marché par le biais d'ententes contractuelles. Donc, c'est vraiment de devenir euh, ôter certains risques de son entreprise, notamment les risques de marché, par le fait qu'il y a une entente contractuelle. Donc, la volatilité ne vient pas impacter votre rentabilité, mais c'est plutôt là, une entente contractuelle qui vient spécifier c'est quoi que vous allez recevoir là, comme rémunération par rapport produit. Cependant, si on regarde, là, il y a quand même une cartographie des risques selon les modèles d'affaires. Donc, en fait, si on regarde au niveau de la production indépendante, au niveau des risques de production, il y a des risques au niveau de la santé des animaux, de la gestion des effluents, de la qualité de l'alimentation. Dans un modèle de coordination verticale, en fait, ces risques-là sont toujours présents et sont toujours à gérer. Tandis qu'à la production à forfait, ben, c'est les mêmes risques, sauf la qualité de l'alimentation qui peut être gérée en fait là, par une relation contractuelle avec un partenaire qui fournit l'aliment. Donc, c'est pas le producteur qui gère ce risque-là. Au niveau des risques de marché, la production indépendante est assujettie là, à un risque au niveau des prix et de disponibilité des intrants et de son pouvoir de marché pour être en mesure là, de mettre en marché ses parts ou de s'approvisionner en termes d'intrants. Ensuite, au niveau de coordination du vertical, ben, le prix et la disponibilité des intrants est toujours un enjeu, en fait, là, ou un risque à gérer. Et il y a aussi un risque de marché à gérer au niveau du pouvoir de marché, mais situe plus au niveau là, de la mise en marché, en fait, là, de la viande qui est produite par l'entreprise. Donc, c'est un risque similaire, mais qui est pas qui est pas situé au même maillon et au niveau de la production à forfait, mais il y a un pouvoir de marché face aux propriétaires des animaux. Donc, en fait, la disponibilité de contrats et le nombre de partenaires d'affaires peut constituer un risque, à savoir là, à sa capacité d'être capable de négocier un contrat là, qui est avantageux, qui rémunère de façon là, adéquate là, les actifs du producteur. Ensuite, au niveau des risques financiers, mais il y a la capacité d'investissement là, qui se retrouve là, au niveau des trois modèles d'affaires. Il y a des risques de trésorerie au niveau là, de la production indépendante et de la coordination verticale. Et au niveau de la production à forfait, le risque de trésorerie se traduit plus par un risque de solvabilité du propriétaire des animaux, donc la capacité de payer de l'entreprise avec laquelle elle fait affaire. Donc, on voit que malgré les différentes façons, les différents modèles d'affaires, il y a des profils de risque qui sont, somme toute, similaires malgré le fait là, qu'il y a certaines différences. Ensuite, au niveau des outils collectifs de gestion de risque, on entend notamment la mise en marché collective, donc qui permet de réduire l'incidence du équilibre du pouvoir de marché entre les éleveurs et les abattoirs et qui favorise l'atteinte d'un prix concurrentiel dans un contexte nord-américain. Ensuite, un autre exemple serait l'équipe québécoise de santé porcine qui prévoit et réalise des actions visant à réduire l'incidence des maladies endémiques sur les fermes et à faire la prévention des maladies exotiques. Donc, c'est un exemple par lequel là, les éleveurs se travaillent ensemble, en fait, pour gérer le risque là, de la santé et le Centre de développement du port du Québec, qui est une structure qui vise à favoriser l'innovation par la recherche et le développement. Donc, en fait, la filière travaille ensemble pour développer là, des nouvelles technologies et s'assurer là, qu'on demeure là, au niveau des technologies d'élevage. Et donc, ça permet de gérer le risque d'avoir là, une production là, qui n'est pas à haut niveau, là, en fait, en termes là, de, de, de la recherche et le développement. Ensuite, au niveau des principaux outils gouvernementaux de gestion de risque, on avait en fait nommé on avait identifié certains attributs qu'on pouvait utiliser pour qualifier les différents programmes et on avait demandé là, en fait là, à voir, là, on avait sondé là, certains éleveurs à savoir c'est quoi leur niveau, là, comment qui, qui, euh, qui qualifiaient là, les différents programmes, donc agri-investissement, l'ASRA, agri-stabilité par rapport aux quatre attributs, donc la prévisibilité du programme, la réactivité, le niveau de soutien en fonction du risque vécu et en mesure, est-ce que le programme supporte la trésorerie de leur entreprise? Et on voit là, que Agri-Investissement était jugé là, comme un programme prévisible, somme toute réactif, mais sans plus, avec un niveau, il était plus il n'y a aucun des programmes qui scorait négativement dans aucune des catégories, mais on voit clairement que l'ASRA était le programme qui répondait le mieux là, en termes là, de prévisibilité, de réactivité et niveau de soutien en fonction du risque vécu et du support de l'entreprise, de la trésorerie de l'entreprise. Ensuite, si on poursuit, le prochain point à regarder, la gestion efficace de l'entreprise. Donc, en fait, là, c'est important de garder en tête là, que la réussite de votre entreprise, là, il peut avoir là, différents facteurs qui rentrent en ligne de jeu, la mise en marché collective, le prix et les programmes de soutien du gouvernement. Mais
la réussite de votre entreprise dépend avant tout à votre capacité de gestionnaire à gérer les risques auxquels votre entreprise fait face et à capter les gains d'efficacité afin de rester compétitif. Donc, en fait, là, c'est votre travail que vous faites à tous les jours là, pour demeurer le compétitif et de faire face à la compétition. Et ça, on le voit assez clairement. En fait, premièrement, pour mettre la table par rapport là, à l'importance des gains de productivité en ASRA, on voit ici là, la figure à gauche. euh, le carré rouge, en fait, représente là, le niveau du revenu stabilisé. Ensuite, la barre bleue représente la franchise entre le coût de production et le revenu stabilisé, donc l'écart là, de votre coût de production qui n'est pas couvert par le programme. Et ensuite, en haut, c'est la viabilité. Donc, tous les revenus que vous êtes en mesure de capter en haut de ça, mais ça vous permet en fait là, de dégager une marge positive et de réinvestir dans votre entreprise. Ensuite, à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle Astra, en fait, la barre redescend. Donc, on voit que euh, vous avez en 5 ans à faire en fait des gains de productivité qui vous permettent de capter le baisse de couverture qui est entre chaque modèle. Et le 5 ans du modèle vous donne le temps en fait d'être capable là, de descendre votre coût de production afin de demeurer viable là, suite au changement de modèle Astra. Et donc, si on regarde plus précisément, là, on voit que en moyenne, là, depuis 1992, il y a eu un gain d'efficacité d'environ 2 par part à chaque année, ce qui est non marginal. Et donc, on peut voir là, justement que les entreprises porcines québécoises ils ont continué à améliorer leur productivité là, au fil des années, et ce, là, depuis longtemps, et c'est de façon constante. Donc, on peut voir là, que ces gains de productivité-là sont nécessaires pour préserver la compétitivité de votre entreprise et permettre notamment de dégager des marges positives pour investir et d'absorber les chocs sanitaires lorsqu'il y en a. Ensuite, si on passe là, au prochain segment là, qui passe sur la mise en marché collective, et on, on peut voir là, pourquoi c'est nécessaire un prix compétitif, en fait. Mais l'atteinte d'un prix compétitif, c'est nécessaire pour assurer la pérennité de la filière et un programme de sécurité du revenu ne peut pas pallier un manque de compétitivité de la filière, en fait. Donc, d'autre part, l'atteinte d'un prix compétitif à la production permet de justifier la mise en place de programmes communs pour l'ensemble des producteurs et d'éliminer la possibilité de double compensation pour les producteurs transformateurs, qui est la raison d'être de la clause concernant le prix anormalement bas de l'ASRA. Donc, en fait, si, si on voit ici que dans un contexte où il y a un prix, en fait, qui est non compétitif, mais en fait, la marche à passer là, pour entre deux modèles, le gain de compétitivité, là, ils ne permettent pas en fait là, de pallier à le. En fait, on recommence. Donc, on voit que un prix non compétitif, ça fait en sorte que la franchise, en fait, augmente de façon augmente plus rapidement puisque la contribution, donc qui fait partie de la franchise, augmente plus rapidement puisque vous soutenez en fait le tiers des montants qui sont versés dans le cadre de l'ASRA. Donc, en fait, ça fait en sorte que le 2 par part dont on parlait plus tôt, qui vous permet en fait là, de glisser les gains en efficacité qui vous permettent là, en fait là, d'être viable d'un modèle à l'autre, ne sont pas suffisants pour être capables en fait là, de compenser cette hausse de la cotisation. Et donc, ça fait en sorte qu'à terme, mais les entreprises, on va avoir de la difficulté à demeurer viable dans un contexte où le prix n'est pas concurrentiel et les programmes ne sont pas en mesure là, de soutenir ce niveau d'intervention-là qui, n'est pas en fait là, une stabilisation là, par rapport là, au risque de marché, mais par rapport en fait, là, à la non-compétitivité de certains maillons de la filière. Et donc, si on regarde l'historique des compensations nettes, en fait, et des contributions, là, on voit qu'au travers des années, normalement, là, lorsque les seules années où la compensation nette était négative, c'est les années où il n'y avait pas eu de compensation brute. Donc, on voit en 2014, il n'y a pas eu d'intervention ASRA puisque c'était une année qui était profitable. 2017, encore une fois, une année où il n'y avait pas d'intervention ASRA. 2021 également. En 2024, c'est encore prévisionnel. Les dernières données, en fait, de l'indexation ne sont pas encore rendues, ne sont pas encore finalisées. Mais selon les dernières prévisions qui sont, somme toute, là, assez proches de la réalité, on voit que c'est une année qui devrait avoir une compensation brute, mais qui n'est pas suffisante pour être en mesure de couvrir la contribution. Et donc, ça fait en sorte que vous devez supporter à la fois la franchise qui émane en fait de la différence entre
entre le coût de production et le revenu stabilisé, et également là, la portion, en fait, de la contribution que vous allez devoir là, verser à la financière agricole du Québec. Et donc, c'est une année qui va faire extrêmement mal là, à la trésorerie des entreprises. Là. Et donc, en conclusion, on voit que je reviens là, sur le triangle là, qui a été présenté. Donc, la viabilité et la pérennité du secteur là, n'est pas, en fait, là, ça repose sur une dynamique qui est en fait là, entre la gestion efficace de l'entreprise, la mise en marché collective et les programmes de gestion de risque. Et en fait, là, ça ne peut pas reposer uniquement sur l'un des trois piliers. Donc, la viabilité et la pérennité du secteur ne peuvent être atteintes grâce à un seul et unique programme, mais reposent plutôt sur une synergie entre les outils collectifs et individuels touchant les trois axes suivants. Donc, la gestion efficace de l'entreprise, l'atteinte d'un prix optimum sur les marchés et les programmes de sécurité du revenu adéquat. Et des programmes de gestion de risque ne peuvent à terme compenser pour un enjeu global de compétitivité et ne peuvent pas couvrir l'ensemble des risques de votre entreprise. Donc, il y a une portion des risques de l'entreprise qui doivent être gérés directement par l'entreprise et le producteur. Il y a une portion qui peuvent être gérées de façon collective par le biais d'outils tels que la mise en marché collective ou des structures comme l'équipe québécoise de santé porcine ou les réseaux locaux, en fait, d'éradication des SRP. Et il y en a une partie résiduelle qui doivent être gérées par des programmes gouvernementaux afin là, de pallier là, au risque que vous n'êtes pas capable de gérer individuellement. Et l'analyse des interactions entre ces trois composantes-là est aussi importante que l'analyse en soi d'un programme. Donc, c'est important de garder en tête l'ensemble du portrait, en fait, et ne pas seulement se concentrer là, sur les programmes en tant que tels. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on va être prêt à prendre des questions. Merci, Simon. Donc, on vous invite à poser des questions, soit en levant votre main ou dans le chat. On a déjà une question dans le chat. Est-ce que nous obtenons actuellement un prix compétitif? C'est une excellente question. En fait, là, en ce moment, on reçoit le prix québécois, on peut constater qu'il est inférieur là, au prix américain. Et selon la méthodologie qu'on utilise pour comparer le prix québécois au prix ontarien, on remarque que le prix est actuellement inférieur, en fait, au prix ontarien également. Donc, ensuite, c'est en fonction aussi également de la capacité de payer des acheteurs, mais pour le moment, tout ce que le commentaire que je peux faire, c'est que le prix est inférieur là, aux autres marchés nord-américains. Merci, Simon. Est-ce que vous avez d'autres questions pour la rencontre qu'on a eue aujourd'hui? Je vois une autre question. Alors, aurons-nous une coupure sur le modèle ASRA? Actuellement, ce n'est pas ce qui est prévu. Là. Il y a eu un nouveau modèle ASRA là, qui est en vigueur l'année dernière en 2024, là, suite à l'enquête qui a été réalisée en 2022. Pour le moment, il n'y a rien qui indique là, en fait que la financière a l'intention là, de reconnaître le prix qui a été versé en 2024 comme un prix anormalement bas. Là. Il n'y a aucune indication par rapport à ça. Bonjour Merci, Simon. Simon. Est-ce que Oui, vous m'entendez? oui, bonjour. Bonjour. Merci pour ta conférence, Simon. Puis je voulais juste voir, là, c'est en lien avec les nouveaux paramètres de l'assurance stabilisation qui indiquent que si nous n'avons pas un prix compétitif, ben, on risque d'avoir une diminution de la compensation. Fait que c'est un petit peu ça, là. Peut-être que ça a été mal compris, là, ma dernière phrase, là. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on est à risque d'avoir une diminution de la compensation étant donné que nous n'obtenons pas actuellement un prix compétitif? Actuellement, il n'y a pas de signal que ce risque-là est matériel là, pour 2024, puis ensuite pour 2025 non plus, là, en fait. Là. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Breton? Je prends en considération que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Leclerc? Donc, on a encore du temps. Si vous avez des questions, soit les écrire dans le chat ou de lever la main. Si au fil du temps, vous avez des questions, on vous a partagé en début de rencontre là, dans le chat l'adresse courriel de Simon Leclerc. Donc, je vous la redonne. S Leclerc à commercial leséleveurdeport.com.
www.québec. Aussi, la rencontre aujourd'hui, elle a été enregistrée, donc on va faire un petit montage et on va la rendre disponible. Donc, vous allez pouvoir reconsulter l'information qui a été diffusée aujourd'hui. Donc, si on n'a pas d'autres questions, est-ce que tu avais des ajustements à apporter, Simon, ou non? Super. Donc, on vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir participé à cette rencontre-là. On espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Il va y avoir d'autres webinaires à venir prochainement, donc restez à l'affût, soit dans le flash. Vous allez recevoir une invitation prochainement pour un prochain sujet. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.